Retour sur ce plateau où on échange durant cet après-midi jusqu'à 19 h en direct de la porte de Versailles dans le cadre du salon consacré au service à la personne et particulièrement dans le cadre du forum, le premier du genre, en l'occurrence consacré à l'emploi à domicile. Marie-Béatrice Levaux, présidente de la FEPEM, nous a rejoint. La FEPEM, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais pour ceux qui nous prennent en cours, la Fédération des particuliers employeurs de France, vice-présidente du Conseil national paritaire du dialogue social, accompagnée de Stéphane Fustek. Merci également d'être avec nous cet après-midi, secrétaire national de la Fédération CGT Commerce et Services, particulièrement. Alors tous les deux et avec l'ensemble des membres de ce Conseil national que vous représentez, ont décidé, et c'est quand même pas banal, de partir en tournée sur les routes de France l'été dernier pour une campagne visant à faire la promotion du travail déclaré. Je dirais, ça paraît logique bien sûr de faire la promotion du travail déclaré avec tout ce que ça comporte et puis vous allez nous en rappeler les enjeux. Ce qui est pas banal du tout, c'est que vous l'avez fait sur la caravane du Tour de France. Comment est née cette drôle d'idée? Vous en riez encore, Madame Levaux? Oui, parce que ça paraissait tellement improbable. Qui a eu cette idée? Je sais plus, je pense que c'est devenu une idée collective. Je pense que on avait, nous, au sein de la FEPEM, eu l'occasion de rencontrer les organisateurs du Tour de France dans une approche un peu managériale, c'est-à-dire ils nous racontaient un peu quels étaient leurs enjeux. Oui, c'est ça, vous les aviez fait intervenir. Mais dans un autre contexte. Dans un autre contexte. En même temps, il y a toujours eu, au sein de la caravane du Tour de France, des intérêts, je dirais, périphériques et puis des missions d'intérêt général aussi. Hein. Il y a un certain nombre d'acteurs, de partenaires qui ne sont pas là que pour vendre une approche business. Il y a aussi des choses un peu plus intéressantes au plan intérêt général. Et donc, alors, voilà. Du coup, comment est née cette idée de se dire, mais qui a eu cette idée? Peut-être le Tour de France, l'organisation elle-même, ou c'est quelqu'un de chez vous? Non, je pense qu'on l'a. Moi, je sais que j'avais, avec, je dirais, les membres du comité, du Conseil national paritaire du dialogue social, on avait cet enjeu de lutte contre le travail non déclaré qui était dans notre accord. Et ça faisait plusieurs fois que je ramenais mon sujet en disant, une fois qu'on l'a écrit dans l'accord, sachant aussi ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire une dégradation dans notre secteur depuis presque 13 trimestres consécutifs du nombre d'heures déclarées qui baisse. Il y a de moins en moins d'heures déclarées. Alors qu'on a des employeurs qui restent à peu près équivalents en nombre et des salariés qui baissent peu. Donc c'est bien autour du nombre d'heures déclarées que ça se joue. Il fallait faire quelque chose, on va en parler dans une seconde bien sûr. Et donc voilà, le Tour de France, pourquoi? D'abord c'est populaire et nous, nos particuliers employeurs ou nos particuliers salariés, c'est vous, c'est moi. Mais bien sûr. Et donc ils sont aussi sur les routes du Tour de France. Et c'est un bon endroit, vous avez souscrit tout de suite, Stéphane Fustek? Tout de suite, d'autant que pour la CGT, le Tour de France c'est une vieille histoire, puisque depuis sa création, on y a notre propre caravane. Ce qui était très original dans cette initiative, c'était qu'elle était paritaire, portée par une branche professionnelle. Et on a tout de suite adhéré à ce projet parce que c'est une branche professionnelle qui est extrêmement dynamique en termes de dialogue social. Oui, c'est ce que j'ai vu en travaillant sur cette table ronde. On a plongé. Racontez-nous peut-être une anecdote, un souvenir marquant. Racontez-nous, faites-nous visiter la caravane de l'intérieur avec la promotion du travail déclaré que vous avez mené. Alors moi, je me souviens être partie à la dernière minute à Utrecht, donc c'était la ville départ, aux Pays-Bas, et d'être arrivé dans un énorme dispositif avec par exemple une salle de presse, il devait y avoir 450 journalistes avec des caravanes très colorées, etc. Et je me disais, mais le côté petit poussé du sujet, je me suis retrouvée vraiment en train de me dire, mais comment on va trouver notre place? Comment on va pouvoir émerger pour que les journalistes, qui sont des journalistes sportifs, s'intéressent à notre sujet? Et alors? Ils se sont intéressés à l'emploi déclaré? Au bout d'un certain temps, ils se sont intéressés, mais ce qui a été intéressant, c'est qu'on a presque décidé comme ça, sur place, d'avoir un parrainage sportif. Et c'est comme ça qu'on a demandé à Bernard Thévenet de devenir le parrain de notre campagne. Quel beau parrain, Bernard Thévenet. Tout à fait. Ce Tour de France qui vous a donné l'occasion de faire la promotion de l'emploi déclaré, quel accueil est-ce que vous avez eu de nos concitoyens sur les routes de France? Vous rappelez que c'est l'événement sportif annuel le plus filmé au monde et évidemment le plus suivi par les Français. Un très bon accueil.
Alors, je ne sais pas si ce bon accueil était réservé à la campagne en elle-même ou au métier qu'on portait aussi. Je crois qu'il y a, en tout cas, il y a eu un vrai engouement pour ces métiers dont on parle assez peu, somme toute, mais qui sont tellement utiles socialement. Et là, j'ai perçu comme un petit déclic. Voilà, ça veut dire que vous n'étiez pas que dans les voitures qui distribuent des goodies, vous étiez aussi présent sur des points fixes. Vous renseigniez les questions. Quelles questions est-ce qu'on vous a posées? Alors nous, on avait ouvert, je dirais, sur deux, trois champs. Le premier, c'était déclarer c'est utile, déclarer son salarié. Enfin, on a travaillé autour, évidemment, de la question de la déclaration. On a travaillé aussi sur la formation professionnelle pour que les gens comprennent qu'ils pouvaient être formés, que c'était gratuit. Enfin bref, il y avait tout un ensemble de points de ce type. Le fait qu'il y ait la retraite, de la protection sociale, enfin, des sujets qu'il fallait rendre, je dirais, audible, visible pour le grand public, parce que nous, on a l'habitude d'en parler entre nous, mais avec un langage. Est-ce qu'on renseigne différemment lorsqu'on est sur la caravane du Tour de France de moments comme ça sur un salon comme celui les questions sont peut-être un peu plus ouvertes, encore que sur le salon, on me pose parfois des questions très diverses. Mais là, effectivement, il fallait être en capacité de répondre un peu à toutes les questions, qu'elles aient trait au travail déclaré ou au métier eux-mêmes ou à leur environnement. Monsieur, de déclarer, c'est bien gentil votre truc, mais ça coûte cher, on a du mal à faire, ça va. Énormément. Qu'est-ce que vous répondez pour le coup? On va rappeler pour le coup, grâce à votre présence cet après-midi, l'intérêt d'être déclaré. L'intérêt d'être déclaré aujourd'hui, dès la première heure, c'est qu'une heure déclarée, ça coûte moins cher encore qu'une heure non déclarée. Et je le prouve. 10 € net de l'heure, c'est en moyenne nationale, on va dire une heure pour une activité de ménage. 10 € net, c'est-à-dire c'est ce que je donne à la salariée. On doit rajouter les cotisations sociales, patronales et salariales, 8 €. Le coût de l'emploi pour une heure, c'est 18 €. La réduction fiscale, moins 50%, c'est 9 €. Quand je donne 10 € de la main à la main sans déclarer, je perds 1 €. Je perds 1 €. C'est QFD. Ça, il y a très très peu de gens qui le font, cette analyse-là. D'une part, parce que souvent la réduction fiscale, c'est plus tard, le crédit d'impôt, enfin tous les dispositifs. Vous les avez avec pas imposable, alors ça ne me concerne pas. Ben si, parce que justement, quand vous ne payez pas d'impôt, on vous redonne de l'argent. C'est quand même pas mal. C'est de toute façon un crédit d'impôt qui est tout à fait intéressant. Donc ne serait-ce que pour une raison financière, et puis il y a bien d'autres raisons, c'est la sécurité du salarié. Pour les salariés, bien sûr, on tient aussi ce discours en leur rappelant que c'est du salaire socialisé. Que c'est pas salaire socialisé, monsieur, c'est quoi? C'est ce qui leur donne droit à leur protection sociale en cas de maladie, en cas d'accident, pour leur retraite, en cas de perte d'emploi. C'est tout ce qui fait leur sécurité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis c'est comme les assurances, ne pas souscrire d'assurance, c'est pas un problème tant qu'il n'y a pas de problème le jour où il y en a un. C'est un peu différent parce que là, pour le coup, c'est une assurance solidaire. Oui. Sans soustraire, ça nuit à la collectivité, donc on insiste aussi là-dessus. Naturellement. Un mot sur le Conseil national paritaire du dialogue social. C'est quoi et vous y faites quoi? Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes deux branches, pour ceux qui connaissent un peu le métier. On a deux conventions collectives. On a la convention collective des salariés qui travaillent au domicile des employeurs. Et on a la convention collective des assistants maternels qui reçoivent les enfants à leur domicile. Donc déjà, on a deux branches professionnelles et on a réussi à faire un Conseil national paritaire du dialogue social interbranche. C'est-à-dire qu'on a vraiment construit la notion de secteur. Le secteur de l'emploi à domicile, le secteur des salariés du parti employeur, vision globale, pour pouvoir travailler avec, je dirais, 2 ou 3 sujets importants. Le premier, on était un petit peu avant la loi Rebsamen, puisque la loi Rebsamen a posé, je dirais en août, le principe du dialogue social sur les territoires. Et nous l'avions installé dans notre accord, donc on avait anticipé, donc maintenant on est en train de le déployer. Le deuxième, c'est des enjeux de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Parce que ça veut dire qu'est-ce qui va se passer dans un secteur professionnel? Comment est-ce qu'on peut anticiper les besoins des recrutements? On a quand même aussi des populations vieillissantes au niveau des salariés, des départs en retraite dans les 5-10 prochaines années. Donc il va falloir aussi à la fois couvrir tous les besoins à venir, et ils sont de plus en plus nombreux, et en même temps être attractif par rapport à notre secteur. Donc on a des enjeux quand même de responsabilité en termes de prévision. En termes de prévision des emplois et des compétences. Stéphane Fustek, on observe, j'ai l'impression, sur ce secteur de l'emploi à domicile, une grande importance accordée au dialogue social, alors que le dialogue social est un peu en panne
dans bien d'autres secteurs. On a l'impression qu'ils se portent très bien dans le vôtre. Ils se portent très bien, ça je le confirme. Ce qui explique c'est quoi le secret? Notre présence, le secret c'est qu'il faut inventer. Les autres secteurs professionnels vous regardent. Il faut qu'ils nous écoutent, il faut inventer, il faut innover et avoir le courage de faire tout ça. Innover comment? Inventer comment? Mais créer de nouvelles formes de dialogue justement, créer de nouveaux espaces, de nouveaux endroits. On fait des tas de choses. Vous savez, la personne employeur à domicile, c'est pas un métier, elle n'est pas entrepreneur. C'est un statut, on ne se lève pas le matin en se disant « yes, je suis particulier employeur », ça se saurait. Donc on voit bien que par contre... Et il y en a même qui le découvrent et qui l'apprennent jour après jour. Et qui disent « je suis CESU », et quand ils ont dit « je suis CESU », c'est réglé. Bien. Le salarié, pour lui, c'est un salarié comme un autre. Simplement, nous, notre emploi à domicile privé et notre statut d'employeur qu'on prend, qu'on repère, qu'on reprend suivant notre évolution quotidienne, fait qu'il faut accompagner tout ce monde. Et puis, la plupart des lois, des réglementations sont faites pour les structures, pour les employeurs qui ont plusieurs salariés. Et nous, dans notre secteur, c'est le salarié qui a plusieurs employeurs. On est à l'envers. Et donc, pratiquement, il faut adapter tout. Salarié qui est un petit peu comme un travailleur indépendant pour le coup. Qu'il est multisalarié, multi-employeur. Aussi autonome. Il a une réelle qualité de compétence d'autonomie et le prouve tous les jours sur l'ensemble du territoire français, puisque c'est évidemment tout ça n'est pas sous la Tour Eiffel. Et donc, notre secteur s'est finalement inventé parfois, et on l'a vécu sur la formation professionnelle avec l'employeur porteur. On est en train de s'arracher nos derniers cheveux sur la santé au travail. On est en train sur quoi par exemple vous travaillez? Donnez-nous des par exemple, on est en train d'essayer de faire que la médecine du travail soit possible pour les salariés du particulier employeur. Aujourd'hui, ça n'est pas. Oui, donc un vrai chantier utile, parce qu'effectivement, on a plus d'1 million de salariés qui sont sans surveillance médicale. Il faut absolument qu'on règle ce problème. Et ça, on est les seuls responsables. Voilà. C'est à nous de trouver des solutions. C'est ça qui fait la qualité du dialogue social. Et régulièrement oui, voilà. La formation professionnelle, par exemple, là, la loi est sortie. Il y a le fameux compte personnel formation, le CPF. Oui. On est le seul secteur où tous nos salariés qui avaient un droit individuel à la formation, leur compteur DIF, comme on dit dans le jargon, a basculé en totalité sur le CPF grâce au travail des partenaires sociaux, du groupe IRSEM, de la GEFOS, qui ensemble, avec la DGEFP, ont permis qu'1 600 000 comptes DIF soient dans le CPF. Il n'y a pas une branche aujourd'hui qui a fait ça. Et on va en parler dans un instant avec eux. Restez avec nous, bien sûr, on est en direct sur Internet au Forum de l'emploi à domicile. Dernière question, et je vous invite à une réponse courte. Qu'est-ce qui change quand on officialise la relation entre un particulier employeur et un salarié? Quand on le déclare, en quoi l'attitude de l'un et de l'autre change? Et j'imagine positivement. Ça contribue tout simplement à la professionnalisation d'une part et à la reconnaissance de l'utilité des métiers. Et donc à la reconnaissance, bien sûr. Moi je pense qu'on se respecte mieux. Je pense que quelque part quand on se déclare, c'est-à-dire qu'on accepte l'un et l'autre d'être dans une relation officielle, bien sûr ça engage parce qu'il y a des obligations. Il n'y a pas que des obligations financières, il faut faire un petit effort. Mais je pense qu'on se respecte plus et je pense que les ménages, les particuliers, les familles doivent pouvoir avoir, je dirais, l'impression d'être plus responsables. Et nous, à la FEPEM, on travaille beaucoup sur cette responsabilité citoyenne qui est que pour servir des besoins de vie quotidienne, on a besoin de quelqu'un d'autre, mais que ce quelqu'un d'autre, il est égal. Il est dans un équilibre de relations. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup Marie-Béatrice Levaux, présidente de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France, Stéphane Fustek, secrétaire national de la Fédération CGT Commerce et Services. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Excellent salon à vous. Merci.